Je sais que dans ma vie, je ne vais pas pouvoir faire 10 rocs d'Azur. Si je me suis engagé et si je m'engage quelque part, je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand tu crées une recette, tu veux pas la faire moyennement, tu veux la faire très 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 bonne. Et quand tu veux faire une course de vélo, tu t'engages, c'est une responsabilité d'aller sur une course de vélo. Ce que j'aime aussi moi dans le sport, c'est cette notion aussi de pression. Mais une pression qui est positive en fait. Et moi dans mon métier, la pression on l'a. Mais c'est une pression qui nous nourrit en fait. Cette pression, elle n'est pas négative, quoi. Il faut l'apprendre à la canaliser et j'adore ça, en fait. C'est super. Et mon sport de haut niveau, en fait, c'est la gastronomie. C'est l'auberge du Perbis, c'est mes équipes. Je suis là pour eux, je suis là pour mes clients et ma responsabilité, elle est là. Et un sportif, c'est pareil, quand il se retrouve à la Coupe du Monde et il a sacrifié sa vie pour en être là. Moi, je sacrifie ma vie culinaire. Ma vie, elle est autour de la cuisine. Je me lève le matin pour ça, je pars en vacances pour ça, je fais du vélo pour ça. Ma vie, elle est remplie pour ça, quoi. En fait, comme on est considéré dans un métier qui est fait pour nourrir, et du coup, on pourrait penser que le restaurant gastronomique est cher, mais quand on voit que toute l'expression, toutes les personnalités qui nous entourent et tout ce qui est mis au degré d'excellence pour pouvoir vous faire vivre cette expérience, c'est un métier qui n'est pas très valorisé en fin de compte. Je fais une petite bouchée végétale autour d'une association de différentes plantes. On en fait une extraction de jus que je mets dans une bille liquide. Dès que vous croquez dans cette bille, et là, vous avez l'expression, l'excitation et l'association de ce jardin herbacé qui vient dans votre bouche. La fête peut commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je vous partage des conversations inspirantes avec des personnalités, athlètes, experts et dirigeants connus ou méconnus mais toujours passionnés, pour qu'ils et elles nous partagent leur parcours, leur expertise et leurs conseils. Dans En roue libre, je vous fais également découvrir les coulisses du monde du vélo et les secrets des plus grandes marques au travers d'immersions et de visites d'usines pour attirer votre curiosité et faire grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Jean Sulpice est chef cuisinier, doublement étoilé au guide Michelin avec son établissement Le Perbis à Talloires sur les rives du lac d'Annecy. Bâtir des ponts entre la cuisine gastronomique et le vélo est un exercice habituellement complexe, mais Jean est parvenu à leur trouver un dénominateur commun, l'intensité. Car que ce soit en vélo dans son jardin autour du lac d'Annecy, en ski alpinisme en collant pipette sur le parcours de la Pierramenta ou en cuisine entouré de sa brigade, Jean n'a qu'un seul niveau d'intensité, le niveau maximal. Et s'il n'avait pas choisi la cuisine, il n'y a aucun doute qu'il aurait pu faire une très belle carrière en tant que sportif de haut niveau. Mais le défi qui occupe Jean depuis qu'il a débuté derrière les fourneaux à l'âge de 16 ans, c'est l'obtention de la plus haute distinction pour un chef à la tête d'un restaurant, la 3e étoile au guide Michelin. Et pour y parvenir, il structure son projet avec une approche qui présente beaucoup de similitudes avec celle des plus grandes équipes pro en VTT ou sur route, et à l'image des leaders de ses équipes, il embarque avec lui dans cette aventure des partenaires et amis, tous mobilisés pour lui permettre d'atteindre son objectif. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir le mental d'acier et le physique hors norme qui lui ont permis de finir dans le groupe de tête lors de sa première participation au Roc d'Azur. La relation très particulière qu'il y a entretenue avec son vélo et pourquoi il est même allé jusqu'à lui parler pendant la course. Les coulisses de sa participation à la Pierramenta, l'une des compétitions de ski alpinisme parmi les plus prestigieuses au monde, aux côtés de Charles Duboulot, monument de l'alpinisme français. Comment il parvient à concilier un emploi du temps de ministre en tant que chef propriétaire d'un établissement doublement étoilé et une pratique sportive intensive. Pourquoi il considère le sport comme un élément central dans sa quête vers la 3e étoile. Comment il fédère des partenaires et amis de son terroir autour de son projet et les fascinantes similitudes qui existent entre son quotidien et celui des équipes pro qui performent au plus haut niveau. Pourquoi vous devez absolument vous offrir une expérience dans un restaurant gastronomique avant de mourir et quelques précieux conseils pour en profiter pleinement. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'employés ou de dirigeants d'un magasin de vélo. Et comme votre temps est très précieux, la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'en perdre avec la gestion de votre boutique, de vos stocks, de vos commandes ou de votre compta. En intégrant un logiciel de caisse, la gestion des stocks, les statistiques sur votre business et un module de gestion de planning atelier, Shifter est la solution de référence pour celles et ceux qui veulent simplifier leur quotidien avec une solution de gestion parfaitement adaptée à leurs besoins opérationnels.
Et Shifter est déjà connecté aux plateformes des principaux distributeurs français et européens. Essayez Shifter dès aujourd'hui et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement grâce au code ENROULELIBRE30. Et chaque mois, une boutique parmi celles ayant utilisé le code sera tirée au sort pour gagner 1 an d'abonnement offert. Rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre ou rendez-vous sur le lien dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Jean Sulpice. Jean, 105e au Rock d'Azur. Pour une première participation, c'est quand même pas mal. En fait, je sais pas parce que c'est vrai que quand je participe à des événements sportifs comme cela, mon objectif c'était vraiment d'aller découvrir des nouveaux chemins dans un moment de l'année où nous, dans mon territoire, le froid s'installe, l'automne est très important. Donc, je voulais vraiment découvrir aussi un nouveau territoire à cette époque de l'année et découvrir des nouveaux chantiers d'expression. Et ça a été vraiment depuis le temps que j'en entendais parler de ce rock. Et là, j'ai mis une croix dans le calendrier et grâce aussi à Scott qui m'ont partagé un magnifique VTT, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces chemins sportivement et qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de cette belle course. J'ai noté un lapsus quand même. C'est chantier ou sentier d'expression? Parce que du coup, ça peut être les deux. Ah non, non, pour moi, c'était pas un chantier, franchement, c'était vraiment un chemin d'expression. Mmh. J'ai adoré parce que le début du parcours était très ludique. C'est même si c'est parti assez fort, même je me demandais si c'était une course de VTT ou une course de gravel parce que le rythme était assez rythmé. Mais c'était très ludique de traverser ces canaux. On avait beaucoup de variations de terrain. Et puis chez nous, c'est plutôt des sentiers où on fait du dénivelé, donc on monte, on descend. Ici, c'était très varié et vallonné. Je crois qu'il avait 1300 de dénivelé, donc sur le papier ça fait pas beaucoup, mais en fait c'est très technique parce que ça monte, ça descend, on est toujours en reprise, en anticipation aussi d'avoir le bon braquet pour quand tu es dans la descente de remonter tout de suite. Un terrain aussi qui est très glissant si tu sors de la trace. Donc j'ai bien apprécié cette concentration qu'il fallait apporter. On a plus de chances de crever en VTT, donc c'est là où je me suis beaucoup parlé à l'intérieur de moi de dire doucement, doucement, de rappeler de temps en temps tes engagements professionnels et de revenir entier et aussi de finir la course et de dire c'est pas grave si tu perds quelques secondes, de minutes, ce qui est important c'est pas de crever parce que une crevaison peut t'apporter un abandon parce que c'est vrai que j'ai techniquement sur le changement d'une roue en VTT, ça demande c'est plus long que la route et puis ça génère un petit peu d'énervement parce que quand on fait du vélo, dès qu'on tombe ou on crève, ça crée de la frustration. Donc je voulais pas avoir de la frustration, je voulais vraiment vivre cette course et d'avoir une gestion de ce chemin parce que j'avais pas du tout repéré le circuit, je voulais pas le repérer et donc j'étais en quête d'émerveillement à chaque fois quand je chantais de l'eucalyptus, je voyais du mimosa, je voyais de l'arbousier et donc et à un moment donné tu montes une côte et tu descends, paf, tu tombes sur ce visuel de la mer qui est en face de toi et puis il faisait bon aussi donc c'était très agréable à cette époque d'être en petite tenue et de profiter même d'avoir chaud dans des montées donc c'est vrai que voilà, moi je fais le sport pour ça, je fais pas pour le chrono mais comme tout ce que je fais je le ramène toujours un petit peu à mon métier parce que mon repère de vie est dicté par cette influence professionnelle d'un métier où je ne peux pas tricher et c'est ça que j'aime aussi dans le sport, c'est que je nourris une passion mais je vis de la cuisine et donc cette passion, je veux pas que ça soit un métier, la passion du vélo. Je veux juste, mon repère, il est mon garde-manger par ses saveurs, par un nouveau terrain de jeu d'expression qui émerveille ma créativité pour nourrir une quête sportive. Voilà.
Et alors, comment était ta descente du Fournel? Ah Parce et que ben sans repérage, c'est quand même, sport. Non, non, en fait, c'est vrai qu'avec beaucoup de monde, donc j'ai pu bénéficier, des 100 personnes qui sont passées, devant moi et donc de repérer une trace où beaucoup de gens étaient passés et naturellement, mon regard a suivi une trace qui m'a amené et puis avec aussi peut-être mon âge, j'y mets un petit peu plus de comment dire? De réserve donc j'ai toujours été dans une sécurité de dire que je préfère descendre, plus doucement que prendre des risques, et qui peut m'amener à une faute. Donc, je l'ai plutôt bien déroulé, mais tout le long, je me suis dit: «Ah ouais, c'est génial, c'est bien Mmh. technique», et voilà. Je me suis pas mis une pression, en fait, je me mets même pas une pression au départ de dire: «Il faut absolument, absolument que, que je sois le premier. De toute façon, je sais que les premières places, elles sont prises. Donc j'y vais pas dans une quête d'aller chercher une belle plage, j'y vais dans une quête de prendre du plaisir et j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai découvert des beaux sentiers. J'ai pris du plaisir aussi avec ma machine parce que ce qui est génial quand tu fais du sport, quand tu fais du vélo, ce qui est vraiment fabuleux, c'est que tu es connecté avec ta machine et la machine, elle a vraiment répondu à mes envies. Elle était avec moi, j'étais avec elle, je lui ai parlé, elle m'a parlé. Et donc c'était vraiment très agréable, pendant ces 2h50 de course où j'étais vraiment avec ma machine et j'ai pu, dérouler, ces 2h50 d'efforts avec beaucoup, beaucoup d'émerveillement et de sympathie, quoi. Mmh. Moi, quand je suis dans ma cuisine, je m'exprime avec ma brigade et cette brigade, elle a vraiment, donc là, ma brigade culinaire, hein, cuisine, mais elle a aussi ma brigade de sommellerie, ma brigade de salle et tout ça, on met et de pâtisserie, pardon. Tout ça, en fait, toute cette brigade, elle est autour de moi, avec moi pour accompagner et donner le meilleur d'expression à mes convives. Et du coup, c'est ça qui est passionnant aussi dans le sport, c'est que moi, je le retranscris sportivement avec ma machine, quoi. Mmh. Voilà. Et encore, t'es pas dans un team, parce que dans un team de compétition, hein, comme on peut voir en coupe du monde notamment, c'est globalement ce que tu vis ici à l'auberge, c'est-à-dire une équipe autour de toi qui est là pour servir ta performance. Ce qui serait intéressant, c'est justement que tu découvres ça. Peut-être que Scott pourra te donner accès au paddock sur une coupe du monde, mais ce qui serait génial, c'est que tu vives cette expérience de OK, tu as un top pilote et tu as toute une équipe derrière. Tu verras qu'il y a des similitudes qui sont incroyables. Bah, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que, là, donc je suis arrivé, avec mon vélo la veille, chercher mon dossard. J'ai eu de la chance que Pascal a pris mon vélo, l'a mis, sur la partie technique, a vérifié s'il était bien graissé, voilà, si tout était bien serré et c'est vrai que ça te met en condition. Mmh. Mine de rien, c'est un peu comme nous, professionnellement et culinairement, toutes ces petits détails-là sont super importants pour mettre en condition l'athlète pour derrière être bien concentré, sur ce qu'il a à faire et ça paraît un peu rien, mais en fait, c'est beaucoup tout ça. Mmh. Parce que ça met aussi, ça rassure. En fait, pour moi, c'est très inspirant de voir ça, parce que j'ai trouvé que c'est des détails, mais qui rassurent, qui nourrissent aussi, l'envie d'être au lendemain, au départ de la course et en fait, moi, je pense toujours à mon client dans tout ça. Comment le chemin de mon client, je peux l'amener à ma table pour être encore plus encourageant à lui faire découvrir ma cuisine? Mmh. Et en fait, moi, c'est mon défaut professionnel, c'est que je rapporte toujours avec mon métier. Comment je peux, l'expression sportive, l'accompagner à l'expression culinaire? Parce que mine de rien, aujourd'hui, je suis reconnu j'ai eu une étoile. J'ai travaillé après pour continuer à accompagner mon travail. Une reconnaissance supplémentaire est arrivée à 2 étoiles. Aujourd'hui, en revenant à l'auberge du Perbis, j'ai reconquéri ma deuxième étoile parce que quand j'étais à Val Thorens, il fallait reconquérir ces 2 étoiles parce que quand on déménage, on repart à zéro et tous les ans, de toute façon, Mmh. le millésime repart à zéro. Aujourd'hui, on est dans une réflexion, comment donner une expression culinaire plus forte à notre client pour que mes équipes et mon travail
soit reconnu encore dans cette quête d'expression sur une quête de reconnaissance culinaire plus forte, quoi. Mmh. Et le sport, en fait, il se nourrit comme ça. C'est-à-dire que on travaille, on est avec une équipe, on est avec une marque de vélo qui nous accompagne pour aussi que derrière, il y a des ingénieurs pour donner une meilleure perception de la machine, pour qu'elle soit plus performante, plus fluide, et cetera. Et ça, c'est passionnant. En fait, c'est une remise en question pour en faire en sorte d'aller chercher de la performance, tout simplement, quoi. Et la performance culinaire, elle existe, quoi. Mmh. Elle existe et c'est mon travail. C'est mon travail d'accompagner une équipe autour d'une performance culinaire pour une expression grande. Mmh. Ça, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais du coup, Et on tend le sport, le cycliste nourrit ça pour mmh, moi. ouais. Voilà, me nourrit dans cette expression. Donc nos amis de chez Scott, d'ailleurs qu'on remercie parce que, ils nous ont mis en contact, lors du Rock d'Azur. Je remercie Romy, Richard, Erwan Voisin, Richard Colomb-Paton et Jérôme Bigoni également, qui dit de toi que tu es parce qu'il a roulé avec toi et donc je le salue, petite dédicace. Il avait roulé avec toi à Valto. Il m'a dit et c'est un pilote de descente, hein, pilote élite en Coupe du Monde, top français, il y a quelques années. Il m'a dit: «J'ai pas pu le suivre». Lui, il était avec un non, non, mais enfin, Jérôme, c'est pas du genre à raconter des flancs. Il m'a dit qu'il avait pas compris comment tu allais aussi vite en descente. Ah, il faut souligner Pascal Chavas aussi Pascal Chavas. qui accompagne bien sur mes vélos. Voilà. C'est le docteur de mon vélo. Alors, pour finir cette petite mini parenthèse, donc on dit à tous nos amis de chez Scott qu'il faut qu'ils t'invitent sur une étape de la Coupe du Monde, que tu vois un petit peu à Ah quoi ça ouais, ressemble. surtout les championnats du monde en 2027, je pense Championnat que du monde en 2027. ça sera la Voilà. le bon timing. Mais il y a quelques étapes de Coupe du Monde, notamment en Haute-Savoie, mi-juillet, et donc Ah qui ouais. seront pas loin, pas loin, pas loin. Donc il faut que tu Eh viennes ben faire un tour. avec grand plaisir. Bon Ça sera un rêve. et donc le Rock d'Azur, première participation, moi ce que j'aimerais quand même comprendre, c'est que, généralement quand on s'engage sur une épreuve comme ça, enfin, le commun des mortels dont tu ne fais pas complètement partie, heu quand on s'engage sur une épreuve comme ça, surtout pour la première fois, on y va en se disant: «Bon, je vais voir, je me rôde, j'y vais, je vois ce que ça donne et puis je reviendrai l'année prochaine un petit peu mieux préparé». Toi, tu y es arrivé et tu t'es dit: «Bah, je vais y aller à fond». Parce que 105e quand même, pour ceux qui connaissent le Rock d'Azur, en 2h50, c'est je on est, dans la performance quand même. On n'est pas dans la découverte. Oui, après moi je m'en rends pas compte ça et encore une fois plus, je le fais pas pour ça, mais en fait, moi quand j'arrive dans la cuisine, j'allume la flamme de mon fourneau et donc si tu allumes la flamme du fourneau, c'est que tu entretiens une énergie et qu'après il faut nourrir cette énergie. Moi, je sais que dans ma vie, je vais pas pouvoir faire 10 rocs d'Azur et donc là, si je me suis engagé et si je m'engage quelque part, je sais pas faire les choses à moitié et donc je veux nourrir cette expression sportive pour donner le meilleur de moi-même et d'être aussi parce que ça crée aussi une récompense quand tu fais les choses bien. Moi, c'est ce que je recherche aussi, c'est que, je suis pas là pour faire de la floriture et puis, je suis pas un instagrammeur, je suis pas là pour me promener. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai décidé, de pour le Rock d'Azur, de louper un service et de laisser mes équipes s'exprimer sans moi. Donc il va falloir que je remplisse ça et que j'y vais pas dans un but de me promener, j'y vais dans un but aussi de nourrir une nouvelle expérience et de faire comme il faut et de tester la machine qu'on m'a prêtée. Et cette machine, je veux l'utiliser, je veux la comprendre, je veux l'analyser. Parce qu'au début, je me suis posé la question, je lui ai dit: «Qu'est-ce qu'il faut prendre comme pneu? Combien on gonfle?
Est-ce qu'il faut prendre un semi-rigide, un tout suspendu? Elle me dit: «Non, non, Jean, prends tout suspendu». «Ah ouais, t'es sûr? Parce qu'elle a que 1 300 mètres de dénivelé». Voilà, et à un moment donné, je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui était pas en tout suspendu, en semi-rigide, et je dis: «Ah ouais». Dès les premières descentes, je dis: «Ah ouais, en fait, je suis bien là avec le semi, Mmh. rigide», et puis, j'ai pu jouer aussi avec, bah, les amortisseurs. À un moment donné, j'ai bloqué dans des montées, qui roulaient bien, je les ai débloqués, et c'est ça qui est génial, quoi, et donc du coup, j'ai vraiment pris du plaisir parce que j'ai vraiment pu prendre conscience que la machine, elle a été bien pensée, et que sur ce terrain-là, la machine, elle était bien à l'aise et qu'il fallait ça, et que les pneus étaient bien, que les jantes aussi, et après, ben, quand tu dors dessus, tu te dis: «Ben, où c'est que j'aurais pu faire mieux?» Parce que moi, je me dis, à la fin, je me dis: «C'est où que j'aurais pu faire mieux?» Et je pense à l'alimentation, je pense à tout, je pense, voilà, et c'est ça qui est passionnant, quoi, et là aussi, ce que j'aime aussi, moi, dans le sport, c'est cette notion aussi de pression, mais une pression qui est positive, en fait, et moi, dans mon métier, bah, la pression, on l'a parce que le client sait jamais à quelle heure il vient, mais c'est une pression qui nous nourrit, en fait. Cette pression, elle est pas négative, quoi, et au contraire, cette pression, elle vient venir nourrir une expression, une envie, et il faut l'apprendre à la canaliser, et j'adore ça, en fait, c'est super. J'aime ça, en fait, j'aime ça, et aujourd'hui, je le fais avec beaucoup de voilà, je suis humble, je ne cherche pas du tout à vouloir prendre un départ, à vouloir, être le meilleur de Pierre, Paul, Jacques, et cetera. Je le fais vraiment, pour m'amuser avec ma machine, Mmh. et par contre, de faire les choses bien. Voilà, dans tout ce que je fais, je veux faire les choses bien, que ça soit quand je partage une recette sur les réseaux sociaux, je suis pas là pour vous partager une recette. J'aime la concentration, j'aime vous me partager aussi, même si là, récemment, je vous ai partagé une humble salade d'endives avec une vinaigrette de sirop d'érable, que je fais un petit coucou à mon ami, Duchesne, parce que c'est lui un jour qui m'a donné une bouteille de sirop d'érable, et j'ai dit: «Bah, je vais lui faire un clin d'œil d'une recette, voilà, pour voyager», et donc bah, je fais une recette avec un œuf. Voilà, c'est ça qui me nourrit et qui me passionne, et qui je suis quand je fais quelque chose, je veux faire les choses au bout et comme il faut, quoi. Sinon je fais pas. Je sais pas faire, en fait. C'est soit je fais, soit je fais pas. Alors, petite parenthèse, la machine, dont parle Jean, c'est un si j'ai bien compris, c'est un Spark RC, avec, les roues synchro carbone. Donc le modèle, full haut de gamme quand même, un très, très bon produit, que du coup tu as appris à exploiter. Ouais, et que j'ai appris à exploiter, et qui est fonctionné très bien sur cette expression, et des fois quand je suis sur des terrains qui sont un petit peu plus cassants, plus durs, on a un répondant de la jante, qui absorbe un peu moins le choc. Du coup, ben, le pilote subit un petit peu plus, mais là, franchement, c'était vraiment, vraiment très intéressant. On avait une belle expression de la machine, et je pense que je suis pas assez technique pour régler un peu plus mes amortisseurs. Je pense que je peux aller un petit peu plus loin dans ça, et c'est là où c'est intéressant d'avoir toute une équipe autour de soi pour faire des tests avant, de repérage, que j'ai pas fait, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est là où c'est passionnant, c'est-à-dire que moi, quand je m'exprime avec, que je prends un poisson, que je prends un légume pour tailler, il faut que mon couteau coupe très, 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 très bien, quoi. Il faut qu'il y ait une sensation de fluidité, c'est ça qui est important, une expression qui est naturelle, et c'est ça qui est important. On doit pas psychologiquement se sentir un petit peu, freiné. Moi, quand j'ai un geste en cuisine, culinaire, il faut que le geste, il soit fluide, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est la répétition du geste qui doit être, dans une expression de liberté, et c'est un fait que tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu vas, et donc du coup, là, rien qui doit te déstabiliser, et c'est ça que j'aime. Je pense que tu t'entendrais très, 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 très bien avec, des athlètes, de haut niveau en VTT, notamment en VTT de descente et en enduro. Parfois même en cross-country, mais que je connais un tout petit peu moins. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, à l'image, par exemple, d'un Nicolas Vouilloz, d'un Fabien Barrel, qui sont des illustres, descendeurs, ou d'autres même plus récemment comme Isabeau Courdurier, qui est une pilote enduriste, des gens qui
ne laisse rien au détail, Ouais. au hasard. Et c'est vrai que chaque détail compte. Et l'expression de ton perfectionnisme, et ben, eux l'ont également dans un niveau où, bah, tu vois, toi, tu dis, moi, je suis content avec mes suspensions, mais eux, ils vont dire, ah bah non, moi, il faudrait 0,5 bar de plus. Ou alors, tu vois, dans les pneus, on en parlait avec un ingénieur de chez Michelin, Vincent Ledieu, il nous disait qu'il y avait un pilote, il était capable de sentir 0,5 bar dans les pneus. Ouais. Tu vois, donc enfin, un niveau de perception et de Mmh. détail qui Mmh. t'intéresserait sûrement. Ouais. Donc tu vois, encore une fois, une petite pièce Mais en dans fait, le. tout est dans le détail. Ouais. Tout est dans le détail, de la tenue, de tout. En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tout est dans le détail et il faut en gros, ce que j'aime, c'est que, bah, il faut dans une recette, il faut rien laisser au hasard, en fait. Il faut monter tous les curseurs et c'est ça qui est super passionnant et parce qu'on a t moi, j'ai un sentiment que je peux toujours faire mieux. Et après, il faut juste se donner les moyens. Donc, moi, aujourd'hui, dans le sport, je cherche pas à faire mieux parce que c'est que je m'aperçois que ce soit dans le sport ou dans la cuisine, ben, on peut toujours faire mieux. Déjà faire mieux sur un travail, toi, personnellement, que la machine, que tout, que aussi tes équipes, parce que tes équipes, elles sont super importantes aussi. Le choix de tes équipes, l'entourage que tu as autour de toi est très important dans l'expression sportif et culinaire. Mais encore une fois plus, moi, mon vrai métier, c'est de faire de la cuisine. Et en fait, ce que j'aime, c'est que bah, le vélo, il nourrit et il me rassure dans cette expression que j'ai culinaire, que en gros, même si les gens viennent chez moi pour avoir une assiette, ben, pour vivre un moment d'expression, parce que nous, mon rôle, c'est de partager de l'émotion. Mais quand on observe un sportif de haut niveau sur une course, sur une manche et qu'on le voit s'exprimer, ben, un spectateur, on prend de l'émotion. Et c'est donc en gros l'émotion, elle est toujours là en fait. Moi, quand chaque fois que je regarde une course et que tu vois la réussite de l'athlète, bah, t'es rempli d'émotions, t'as des poils qui frictionnent, ou même quand je vais voir mon fils sur une course, par exemple, c'est tout simple. Mon fils aussi est dans le sport. Bah, je suis rempli d'émotions, quoi. Je transpire à l'intérieur de moi. J'ai de l'émotion, j'ai les poils qui s'hérissent. Voilà, c'est génial, c'est trop beau, quoi. Et c'est ça que je recherche aussi. C'est d'aller chercher cette émotion, de faire vivre cette émotion, en fait. Parce que cette émotion, c'est vraiment ce qui nous fait vivre humains. C'est ça qui est génial, parce qu'on n'est pas des robots. Et donc c'est ça que j'adore. Je, quand je t'écoute, tu me parles de pression. Moi, j'aime bien utiliser aussi le mot tension, qui est un petit peu moins connoté négativement. Tu vois, la tension, tu peux être en tension permanente. On sent aussi une forme d'intensité quand même dans tout ce que tu fais. Et moi, ici, tu vois, là, à l'heure où on se parle, je ressens une énergie qui est, enfin, hyper puissante, tu vois? Et vraiment, ça se sent, peut-être, dans ma manière de m'exprimer aussi. Mais on sent cette intensité et aussi on sent le fait que t'as pas de curseur, genre, j'y vais à moitié. Toi, c'est comme la guitare de Spinal Tap, pour ceux qui ont la ref, c'est 11. Tu l'as celle-là? Ouais, je mettrai la ref en vidéo. Mais c'est, tu vois, il y a un curseur à 10, ben non, ça va à 11. Est-ce que tu arrives à faire les, tu vois, genre, à te détendre quand tu fais du sport ou est-ce que c'est vraiment tu as une vitesse et c'est celle-là? Alors, oui, oui, je me détends, mais c'est vrai que ma vie, c'est on-off. Je ne sais pas faire autrement. Non, je ne sais pas faire à moitié. Non, c'est vrai, c'est soit je fais tout à fond, soit je fais pas. Mmh. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui me nourrit. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu pars dans une expression, bah, tu as envie d'aller au bout du bout. Et tu t'aperçois que ce qui est intéressant dans cette perception, c'est que au fur et à mesure que tu rentres dans une expression, de vouloir aller dans la performance, et ben c'est un peu comme un puzzle, quoi. Si tu commences, tu as envie de le finir. Mmh. Quand tu crées une recette, tu veux pas la faire moyennement, tu veux la faire très 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 bonne. Mmh.
Et quand tu veux faire une course de vélo, tu t'engages, c'est une responsabilité d'aller sur une course de vélo. Oui, mais C'est pas une rando, c'est pas une randonnée. Voilà, donc tu mets un dossard. Un dossard, ben, c'est que déjà, tu es préparé. C'est-à-dire que tu vas à la veille, voilà, quoi. C'est le chemin qui t'accompagne comme ça. En fait, c'est ma perception. Ma perception et c'est ma vision. Quand tu décides d'accrocher un dossard la veille, ben déjà, tu prépares ton cerveau, tu prépares ton corps, tu t'inscris ton dossard sur ton vélo, tu vérifies, voilà, c'est une responsabilité. Tu peux pas dire je vais faire une course sans remplir ta gourde, sans vérifier tes pneus. Voilà, quoi, c'est une anticipation de tout. Et c'est de la même manière que quand je fais un service. Si je fais un service et que j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant et que mes clients ils viennent chez moi à ma table, bah, j'ai des choses dans mon frigo et j'ai préparé mes recettes pour pouvoir les émerveiller, quoi. C'est une responsabilité. Donc, moi, demain, je m'inscris à une course, j'ai la responsabilité de m'inscrire à une course. C'est pas, voilà, même si je suis pas professionnel, mais je sais pas faire les choses à moitié. Donc j'y vais aussi. Si j'y vais comme il faut. Et après aussi, je veux cette émotion, c'est-à-dire que je veux aussi une récompense, de dire que voilà, par rapport à mon niveau, par rapport à ce que j'ai fait, bah, je veux remplir ce cahier des charges. Donc j'essaye de monter tous les curseurs, même si à la fin je suis pas content de moi parce que je me suis dit, bah, je pouvais largement faire mieux là et là et là et là. Et donc, je me fais un topo naturel où, en gros, voilà, je me flageoque pas. Au contraire, je me dis: «Là, t'as pas été bon, là, tu peux faire mieux» et cetera. Mais en fait, mon rythme de vie me permet pas de faire mieux parce que je peux pas, c'est-à-dire que ma passion, j'accepte, c'est ma passion, donc je le fais toujours moyennement. Mais par contre, voilà, ma colonne vertébrale, c'est la gastronomie. C'est mon sport de haut niveau, en fait, c'est la gastronomie. C'est l'auberge du Perbis, c'est là, c'est mes équipes. Je suis là pour eux, je suis là pour mes clients et ma responsabilité, elle est là. Voilà. Alors je pourrais, facilement partir, sur l'auberge du Perbise et la gastronomie, mais quand même, quand tu me dis, hem, tu vas à fond, tu peux pas y aller à moitié, mais là, on parle de compétition, mais si j'ai bien compris de ce qu'on m'a raconté également, si tu pars faire un tour de vélo, ça peut pas être en mode détente? Bah, en fait, c'est le temps. Oui. C'est-à-dire que quand je pars, c'est que, bah, en fait, j'ai pas un temps, beaucoup de temps, donc il faut remplir dans ce temps-là, il faut remplir, ben, la sortie, quoi. Donc c'est sûr que, bah, il faut, tu regardes l'heure, tu dis: «Bon, bah, j'ai tant de temps pour y aller» et il faut pouvoir, revenir pour faire ses engagements professionnels. Mmh. Est-ce que, alors on a vu l'arrivée des e-bikes, tu as certainement ça t'est pas passé à côté. L'e-bike est un outil formidable justement pour, quand tu as un temps réduit, pouvoir faire une sortie qui, te donne, satisfaction, on va dire. C'est-à-dire en VTT, tu peux monter là à côté, dans le Verrier ou Semnoz en face, en un temps réduit et pour monter vite et descendre vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté déjà ou pas encore, tout à Pas fait? du tout, Pas du tout, OK. Bon, il y non. a encore, un univers à découvrir pour Jean, donc encore une fois pour nos amis de chez Scott, vous savez que vous pouvez, amener Jean sur les sentiers du Verrier, derrière avec un e-bike. Oui, 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 en fait, pour l'instant, c'est pas une expression qui me je ne vois pas le sport comme ça pour l'instant, Mmh. aujourd'hui. Voilà. Je prends tellement de plaisir à m'exprimer, peut-être un peu plus En classiquement, musculaire, tu en veux dire? musculaire. Mmh. Pour moi, ça reste, un outil de voyage, pour aller à un rendez-vous ou entre 2 services pour rentrer chez moi. Voilà, je trouve que c'est pour moi, Mmh. c'est un accompagnement, voilà, de voyage pour éviter de prendre la voiture, mais pas forcément sportivement. Est-ce Ouais. que, ce que j'entends, c'est est-ce que ça veut dire que tu es pas encore convaincu par l'e-bike sportif? En fait, je dis non, mais j'ai testé, mais en fait,
je trouve que ça manque de finesse dans l'expression avec la machine. C'est qu'aujourd'hui, moi j'aime la sensation de la légèreté, de la finesse, et c'est ce que j'aime aussi dans le pilotage avec le vélo. Et en fait, j'aime aussi de pouvoir avoir aussi un regard, savoir où mettre ton vélo et d'être assez fluide. Et je trouve que l'e-bike, on est quand même dans une expression qui est un peu plus lourde, un peu plus bourrin, où il faut rentrer dans un obstacle un peu plus fort parce que le vélo, il est plus lourd par l'accompagnement du moteur, et des pneus plus larges, plus voilà. Donc pour moi, je suis pas encore en connexion avec Mmh. ça. Voilà, j'aime observer un obstacle et de pouvoir l'absorber et de le passer, et je trouve qu'aujourd'hui, on est sur un bel équilibre avec des machines qui sont assez fluides et qui sont très intéressantes. Mmh. Et on peut jouer je trouve que là, il y a une belle aussi, je trouve que depuis, ces 10 dernières années, on évolue bien aussi sur l'expression de la pneumatique, sur la taille du pneu, où on s'aperçoit qu'on perd pas en rendement et qu'on gagne en confort, on gagne aussi en stabilité, et c'est génial que ce soit en gravel, en VTT ou en route. Je trouve que, voilà, en ayant un vélo qui est assez léger, qui on gagne, on a du rendement, et on peut vraiment jouer sur cette perception d'accompagnement du terrain par la connexion entre le terrain et la machine par la pneumatique. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant, quoi. D'accompagner avec de la finesse, de l'élégance, et je trouve que c'est ça qui est beau, et c'est ça aussi que j'aime dans l'expression sportive. Mmh. OK. C'est j'aime pas le côté «bourrin» entre guillemets. Pour moi, l'expression sportive, c'est pas quelque chose qui est brutal, qui est là pour montrer la force. On est là pour montrer justement un équilibre de connexion, de finesse sur la technicité, sur aussi la connexion avec ta machine, quoi. C'est ça Mmh. qui est très, très, très beau. Par exemple, moi, sur le ski alpiniste, j'adore le ski alpiniste de rando. J'ai commencé comme tout le monde avec du matériel assez lourd, et très rapidement, je me suis aperçu que on passait plus de temps dans la montée que dans la descente. Et donc, automatiquement, ben, pour moi, ma logique, elle est de privilégier, bah, là où tu passes plus de temps dans une expression. Donc, Colle en pipette. c'est d'aller chercher la légèreté, et tu t'aperçois que, en gros, la descente, si tu passes 5 minutes, or tu passes 45 minutes de montée, bah, les 5 minutes, bah, aujourd'hui, tu es dans la capacité de t'adapter et d'accompagner sur une expression de descente autrement. Donc tu revois, bah, une fluidité de descente qui est autrement, et tu cherches pas les mêmes points de connexion de glisse avec ton ski et avec le matériel que tu as. Et c'est là où tout prend, un sens pour moi, et une expression d'avoir tes skis sur le dos, sur une légèreté, et de pas déchausser tes skis quand tu arrives au sommet, de les enlever assez rapidement, parce que si tu arrives au sommet et t'es sur un sommet, des fois tu te retrouves avec du vent, et donc faut pas rester longtemps au sommet, faut mettre une veste pour voilà, descendre, et tout va très vite. Et c'est génial de pouvoir faire un enchaînement de rapidité entre une connexion avec ton sac, ou de sortir tes crampons quand faut les mettre, de pouvoir mettre tes sacs rapidement sur le dos, tes skis rapidement sur le dos par exemple, de dépoter, et tac, clac, clac, repartir. Waouh, c'est trop beau, moi j'adore. Mmh. J'adore, quoi. Le geste technique. Le geste technique, et de dire que voilà, et que tu es là, clac, 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 tu fais des choses, et ça m'a toujours impressionné de voir ces athlètes faire ça, et aujourd'hui de me retrouver sur le chemin des plus grands noms du ski alpiniste, voilà, des Matteo Jacquemou, des Kylian Jornet, et plein d'autres noms, des William, et d'être là et d'être sur leurs traces, et d'être bien sûr pas à leur niveau, mais de comprendre un peu de pourquoi ces enchaînements, et de dire: «Waouh, c'est possible en fait, Mmh. c'est génial». Donc là, on parle par exemple, de la Pierramenta que tu as fait, en 2025. Tu Ouais. l'avais fait d'autres années Oui, je l'ai auparavant? fait d'autres années, mais là, l'année dernière, je l'ai fait avec, voilà, avec, Charles Duboulot, qui est Mmh. vraiment une personnalité, sportive, hors norme, un alpiniste, hors norme. Et j'ai eu la chance de partager ça avec lui, d'essayer de le voir, la transformation de l'athlète quand il avait un dossard. Et c'est là où, voilà, lui, c'est un vrai athlète. Mmh. Moi, je suis pas un athlète.
Je reste à ma place, hein, attention, il faut rester à sa place, hein. Un athlète, c'est quelqu'un qui a des atouts et qui rentre dans une catégorie qui sont pas naturellement normales. Des athlètes qui n'en a pas 20 dans le monde des hors normes, quoi. Mmh. Et Charles Duboulot fait partie de ces personnalités qui sont hors normes, quoi. Et j'ai eu la chance vraiment de partager un moment avec lui. Je l'ai freiné, il a été très gentil avec moi, il a été même, voilà, il m'a accompagné. Mais j'ai vu vraiment voir ce que c'était une machine, en fait. Mmh. Une machine, un humain qui est une machine, en fait. Voilà. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le Mmh. repousser. Et ça, c'est vraiment fabuleux de pouvoir. Pour moi, j'ai eu la chance de voir quelqu'un qui se transformait, quoi. Voilà. Et encore, je l'ai pas vu se transformer parce que j'ai juste senti sa capacité de sa connexion d'une transformation, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être normal en face de toi, mais quand il est dans un but et dans une expression, c'est plus le même homme. Waouh, c'est Mmh. génial. Voilà. J'ai cru comprendre que la Pyramenta avec Charles, tu l'avais, ça s'est décidé en 1 mois? Ou genre c'était 1 mois Trois avant? semaines avant. 3 semaines avant? 3 semaines avant, en fait, il est venu à l'auberge et je sais pas pourquoi, j'avais ça en moi d'essayer de vivre cette expérience avec Charles, quoi. Je voulais vivre cette course de ski alpiniste avec quelqu'un je savais que j'allais souffrir, voilà, je savais, hein, qui était plus fort, mais c'est pas une histoire même de force, c'est de voir quelqu'un techniquement et je voulais pouvoir vivre avec un grand champion, quoi, voilà, c'est tout. Mmh. Et Charles, au moment que je lui demande, il était entre 2, entre 2 événements sportifs, et donc du coup, il s'est dit, «Bon, bah, ça peut le faire, voilà. J'ai pas l'entraînement, mais j'ai 3 semaines pour m'entraîner et je le fais, quoi». Alors on parle d'une course qui se déroule donc dans le Beaufortain, dans le magnifique Beaufortain. Ça fait 4 jours, enfin ça dure 4 jours, c'est 10 000 mètres de dénivelé, positif cumulé et c'est 15 sommets de 2 500 mètres, si j'ai bien compris? Dans le Je crois que ça fait 10 000 sur la Ouais, c'est semaine, ça, ouais. ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. ouais. Donc encore une fois, quelque chose que le commun des mortels, souffrirait le martyre à faire, mais toi, 3 semaines avant, tu te dis: «C'est bon». Est-ce que ça veut dire que globalement, tu es prêt à n'importe quel moment? Pour n'importe quoi? Non, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand là, cet enclenchement, qui est mis en route et ben, du coup, du coup, voilà quoi, tu Tu te rentres dans une conditionnes. mission, c'est comme quand je crée une assiette, en fait, ça fait un atelier d'expression. Du coup, ben, tu as envie de le remplir et tu te prépares, psychologiquement, sportivement non, parce que moi, c'est trop tard pour me remplir, donc pour l'assumer, mais j'avais fait une petite préparation, dans l'hiver et donc je me suis préparé ou je l'avais déjà ça faisait longtemps que j'étais dessus pour le préparer, Charles, mais il m'avait pas dit ni oui ni non, donc voilà et parce qu'il attendait de faire une ascension, et puis, du coup, bah, ça s'est déclenché, un vrai oui, un vrai go 3 semaines avant. Mais, avant l'hiver, au mois de décembre, je l'avais un peu travaillé au corps, Mmh, mais d'accord. il avait pas de oui, il avait pas de non, il avait peut-être et puis, là, 3 semaines avant, il avait un go, quoi. «Waouh, allez, on y va!» Et là, j'ai vu dans ses yeux que c'était bon, quoi. Il repoussera plus dans le chemin, quoi. On y va. Et donc, moi, je l'avais déjà, fait, l'année d'avant, donc je savais à quoi m'attendre, mais pas au rythme que je l'ai fait avec Charles. Mmh. Donc, la première fois, j'étais rentré je crois dans les 100-120. Là, on est rentré, dès le premier jour, on était dans le top 50. C'était plus la même course, là. Là là, c'est plus pareil, là, hein. Là, tu mets plus une seule gourde d'eau, la gourde d'eau dans le sac. Là, tu mets les 2 gourdes d'eau sur le devant, tu mets les munitions, voilà, quoi. Mais c'est génial, quoi. En fait, tout prend heu, une dimension qui est complètement différente, en termes d'alimentation, en termes d'anticipation.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que le matériel, il réagit pas de la même manière quand tu vas beaucoup plus vite. Physiquement aussi, tu vois, psychologiquement aussi. Tout est différent. 4 jours de course comme ça, à une intensité forte. Et puis avec une machine de guerre, hein, parce que Charles Dubolo, c'est lui quand il part sur une ascension, lui c'est même pas, c'est pas une course quoi, il risque sa vie. Donc on parle de mort. Donc là c'est encore un niveau d'extrême qui est pas pareil que faire une Coupe du Monde où voilà c'est pas la même perception. Donc c'est encore un niveau sportif qui est différent de vivre une expérience avec Charles quoi. Et une acceptation de la douleur comme peu de personnes ont quoi. Il a les pieds gelés parce que à sa dernière ascension qu'il a fait, il a les bouts des pieds qui reviendront jamais, une sensibilité qui est plus là. Mais quand il est au départ, en fait, il a plus de douleur quoi. Parce que son cerveau et sa connexion avec avec son expression de performance est tellement d'un niveau extrême que c'est très intéressant et inspirant, quoi. Donc, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Le haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Le haut niveau, c'est pas fait tout le monde parce que le niveau, faut remplir pas mal de cases. Moi, aujourd'hui, on parle de cuisine, mais aujourd'hui, j'ai une responsabilité, en termes de chef d'entreprise aussi. J'ai 130 collaborateurs. J'ai aussi un investissement qui est lourd sur mes épaules. J'ai une expression de culinaire à avoir sur un côté très artistique. Et pour ça, il faut remplir tout ça et il faut accompagner tout ça. Et je le vis pas avec un poids sur les épaules, je le vis vraiment avec une envie de m'exprimer et de le dérouler au quotidien. Et personne me le force à faire, c'est moi-même qui m'engage dans cette responsabilité et j'aime ça. J'adore ça. Ouais, ouais, je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est une expression qui fait avec beaucoup de plaisir. Et un sportif, c'est pareil, hein, quand il se retrouve à la Coupe du Monde et il a travaillé, il a sacrifié sa vie pour en être là. Moi, je sacrifie ma vie culinaire. Ma vie, elle est elle est autour de la cuisine. Je me lève le matin pour ça, je pars en vacances pour ça, je fais du vélo pour ça, voilà, c'est ça, quoi. Ma vie, elle est remplie pour ça, quoi. Je vois pas ma vie autrement. On a parlé VTT, on a parlé ski alpinisme. Est-ce qu'il y a d'autres cases que tu coches, que tu aimes bien cocher? On t'a vu sur l'étape du Tour aussi, pas loin d'ici. Heu, D'autres expériences comme ça? Sur lesquelles tu fais plus que te challenger, tu te pousses? Bah, j'ai fait un peu d'alpiniste, c'est super intéressant de te retrouver en face de ce caillou là où tu dis mais c'est où qu'il faut mettre les mains, c'est où qu'il faut mettre les pieds et puis tu lui parles à la montagne en fait. Puis elle te dit bah moi quoi qu'il se passe, je serai là demain. Toi si tu me rends pas la bonne prise, tu seras plus là. Donc en fait c'est intéressant parce que en fait cette connexion avec la nature elle est forte. Elle est forte où tu te sens vraiment petit, où la vie c'est une expression où il faut rester humble, sans arrêt, au quotidien, en fait. Dans tout ce qu'on fait, en fait, faut rester humble, parce que t'as toujours plus fort que toi. Et même si tous les jours au quotidien, mais c'est ça en fait qui est bien aussi. Il faut toujours plus fort que toi dans la vie, parce que si tu crois que tu as réussi, ben c'est là où que tu arrives plus aller chercher cette pointe d'intégration, d'expression sur la performance. Et c'est sans arrêt, il faut être toujours en quête de plus fort que toi pour nourrir une expression, pour faire grandir une expression. Voilà. C'est ça qui est passionnant. Voilà. On on parle d'intensité, de toujours pousser, 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 mais en alpi, tu es quand même obligé à un moment d'y aller tranquille, de bien réfléchir et c'est pas tout à fait la même intensité que tu peux mettre sur le vélo ou même en cuisine et que tu vas pouvoir mettre, en alpi. Comment tu gères justement
ce besoin de te canaliser, d'y aller tranquille, alors que d'habitude, tu y vas à fond et tu mets toute ton énergie? Ben, en fait, j'ai la chance de pouvoir partir avec des gens qui sont très, très, très forts et qui, eux, vont très vite et qu'ils réfléchissent vite. Il faut aller vite parce que aussi en alpi, si tu traînes, la course, elle est beaucoup plus longue, tu froid, c'est moins agréable, alors que si tu vas vite et l'expression est beaucoup plus agréable aussi, quoi. Donc j'ai la chance aussi de m'entourer et moi je le fais pas, je le fais humblement, je le fais avec des professionnels de la montagne et du coup qui connaissent le terrain, qui physiquement sont très, très forts et du coup peuvent m'accompagner rapidement et alors par contre c'est un défaut aussi, hein, parce que je devrais prendre plus le temps, d'apprendre plus la technicité pour prendre peut-être plus de plaisir. Mais aujourd'hui, le temps me permet pas de tout faire et je peux pas tout faire et j'ai pas envie de tout faire. Donc, de temps en temps, comme ça, je me fais un petit shot de montagne, d'expression, d'adrénaline, de peur et en même temps de gaieté et d'émerveillement. Et en fait, ça fait une vraie thérapie ou ça fait un vrai vide de moi-même et je déconnecte complètement de la cuisine, je déconnecte de tout, et ton regard va sur autre chose et c'est ça qui est intéressant, en fait. Tu forces ton regard à aller sur autre chose parce que tu pas le choix, quoi. Voilà et ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. En fait, c'est ma thérapie. Non, mais c'est intéressant en fait, j'aimerais creuser ça parce que, tu disais dans l'épisode que tu as enregistré avec Arnaud Manzanini, d'ailleurs que je salue et que j'ai écouté un petit peu avant, tu disais que, il fut un temps en cuisine ou en tout cas en restauration, quand tu faisais partie d'équipes, avec des enjeux importants, comme peut-être ça a pu être le cas chez Marc Vera, ne pas travailler ou en tout cas faire du sport était, mal perçu Oui. et donc il fallait travailler sans cesse. J'imagine que tu as dû faire un switch ou en tout cas, faire une transition consciente pour te dire: «Non mais attends, là il faut que j'arrête de travailler pour, aller dehors et m'aérer l'esprit». Heu, Aujourd'hui, comment tu vois cette nécessité de t'extraire de ta cuisine, de l'auberge pour aller faire du sport? Heu et est-ce que tu l'as intégré, ou en tout cas c'est ce que j'ai compris, tu l'as intégré comme une composante de ton efficacité? Ouais, tout à fait, c'est un équilibre pour, nourrir un petit peu mon énergie au quotidien, parce que je suis un peu hyperactif, hein. Si je fais ça, c'est que je suis un peu hyperactif et ça me canalise, en fait. Et du coup, ça apporte un véritable équilibre et puis aussi ça apporte une véritable expression, de curiosité, de regard et d'être toujours connecté avec la nature, que si je suis 100 dans le monde culinaire, j'aurais pas forcément aussi cette expression, sportive et de gens qui viennent m'apporter un équilibre au quotidien. Donc c'est ça qui est passionnant et aujourd'hui, ça prouve qu'on peut, avoir un métier qui est prenant et avoir aussi une passion sportive autour et de partager des bons moments, sportifs, par créer un voyage, parce que ce qui est fabuleux aussi quand tu as un bon niveau sportif, tu peux faire des voyages. La dernière fois, avec des copains, on est parti de l'auberge, on allait se faire un 3 étoiles au guide Michelin à Menton, chez Marocco Lagrico, que je salue et on a fait la traversée des Alpes et la récompense, c'était bien sûr de faire traverser les Alpes en 3 jours en vélo, mais c'est aussi, d'aller manger dans un 3 étoiles et ça, c'est génial de le faire en vélo, c'est super et j'aimerais nourrir ça, en fait, de faire un peu plus ça. J'aimerais pouvoir, par la suite, aller voir mes producteurs en vélo. J'aimerais pouvoir, par la suite, de faire peut-être le Tour de France des 3 étoiles en vélo parce que, aujourd'hui, c'est un voyage en fait. 3 étoiles, c'est un voyage et de pouvoir découvrir la France à travers une passion culinaire et une passion sportive, c'est pas impossible, c'est possible. Pas plus tard qu'hier, j'ai un client au 1103 qui a 70 ans. Il me dit: j'ai fait, du bout de la création du Rhône, donc en Suisse, jusqu'à Marseille en vélo. J'ai mis 10 jours. Ah ouais, c'est génial. Bah ouais, j'ai dormi dans des gîtes et tout, j'ai découvert. C'est fabuleux à 70 ans de pouvoir faire ça.
Bah, j'ai dit, bah bon, et du coup, je suis resté une demi-heure avec ce client. Ouais, vous l'avez fait comment? En gravel et tout? Parce que mon fils, lui, il est parti d'ici. Il a fait un bout du Rhône. Il est parti à Montpellier en vélo, comme ça. Et puis, je lui dis, bah, comment c'était? Donc, il s'est fait un bout de la Vorona, la Ouais, Vélorona, c'est ça, Vorona? Viarona, ouais, Viarona. ouais. Il a fait un bout de la Viarona. Et puis, il m'a dit, il avait des portions quand même où ça passe pas en vélo de route, c'était en gravel. Donc, il a fait en gravel. Et donc, du coup, ben, ça m'a rappelé que mon fils, il avait fait. Je lui dis, mais vous l'avez fait sur quel type de vélo, du coup? Et c'est quoi les pneus que vous avez mis? Et du coup, vous avez des sacoches et votre vélo, vous avez combien? Et donc, c'était marrant de voir ça. Et moi, je trouve ça super aujourd'hui. Tu pars avec ton vélo et tu traverses, tu suis le Rhône et c'est une expression, en fait. C'est une expression, c'est aussi un but en soi. C'est ça qui est intéressant, en fait. Tu as envie de nourrir un but. Tu dis, bah voilà, je veux découvrir géographiquement la création du Rhône, l'accompagner sportivement. Tu te fais du bien, quelque part, tu te fais du bien à ton corps, à toi. Et puis tu te mets un but, donc psychologiquement, ça fait du bien aussi de te dire, je vais partir d'un point A à d'un point B. Et puis tu découvres aussi des sentiers, tu découvres des gens, tu découvres des... Voilà, en fait, c'est fabuleux. Puis après, à la fin, avec ce client, ben, il me dit, ah, mais j'ai vu aussi qu'on pouvait faire la traversée des Alpes en gravel. Ça fait 15, ça fait 18, ça fait 27 000 mètres de dénivelé, il m'a dit. Ah bon? Je fais, mais c'est génial. Et du coup, il a mis une petite graine. Du coup, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être sympa de faire la traversée des Alpes en gravel. Mmh. Voilà. Donc, je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas, il m'a donné envie de découvrir, c'est vrai, la traversée des Alpes. Je l'ai déjà fait en vélo de route. Je l'ai pas fait en gravel. J'ai des copains qui l'ont fait en VTT qui m'ont dit que c'est sympa. Bah, je me dis peut-être que ça m'intéresserait de le faire. Voilà. Et c'est quand même ce qu'il y a de génial avec le vélo, c'est que même si toi et moi, on est des passionnés de VTT à l'origine, on est avant tout des passionnés de vélo. Donc, bah, du coup, s'il faut aller faire du vélo de route ou du gravel ou du VTT, bah, c'est cool. Bah oui, non, mais c'est super. Et moi, j'aime ce voyage, en fait. Je trouve que ce voyage est encore plus aujourd'hui. Et moi, je suis d'une génération où je suis encore pas bien utilisé tous les moyens de cartes qui nous accompagnent sur des traces. Mais c'est super intéressant aussi de pouvoir de voyager comme ça, quoi, en fait, avec ton vélo, avec 2 sacoches et avec peu de choses, en fait, et aussi de découvrir, qui avant le faisaient à pied. On a l'impression, bah, ils avaient découvert le monde comme ça, ou en tout Mmh. cas déployé une expression. Et nous, aujourd'hui, on le fait dans une quête de liberté et d'être connecté avec la nature, en fait. C'est ça qui me plaît. C'est que quand même, mine de rien, quand tu arrives au sommet d'un col, bah, il fait froid, la température va pas même que la plaine, tu découvres, tu as une expression et tu as un regard qui est pas pareil. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Voilà. Et tu as une appréhension aussi de dire: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que» voilà, c'est pas pareil, quoi. En fait, ça reste quand même, même si aujourd'hui c'est plus facile qu'avant, ça reste quand même quelque chose de vraiment passionnant, quoi. Voilà. Et pour moi, ça reste quand même encore mystérieux et ça m'attire. En fait, ça m'attire tout simplement, quoi. Je suis attiré par ça. Mmh. Ouais. Et j'ai envie de garder aussi un niveau, comment dire? Un niveau de forme pour pouvoir encore découvrir plus de choses, quoi, comme ça. Mmh. Voilà. Même si aujourd'hui j'ai 47 ans, ben, je m'aperçois que aussi c'est vraiment, je suis content de pouvoir, de pouvoir associer, vraiment, des bonnes balades sportives et aussi de pouvoir m'exprimer, autour de mon fourneau et accompagner mes équipes. Parce que j'ai des équipes quand même qui sont très jeunes, quoi. Donc, de garder la forme aussi, ça me permet de pouvoir encore d'être vraiment dans le match, quoi. Mmh. Je suis dans le match, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Et je veux nourrir ça, quoi, en fait. Voilà. Et quand même, pour refermer le chapitre, vélo et sport, mine de rien, quand même, le vélo, c'est un moyen extraordinaire, que ce soit en VTT, en gravel ou en route, d'évoluer dans la nature, de percevoir, l'environnement autour de nous et de pouvoir s'y arrêter ou pas, mais en tout cas de voir tout ça, de saisir tout ça
Pour donner un exemple, j'étais en Italie, il y a quelques jours, enfin hier, et c'est tellement génial de se dire que on peut aller d'un point A à un point B en VTT ou en gravel encore une fois, mais de ressentir tout ça, de passer dans des villages, d'avoir des impressions. Et bon, on sait comment l'Italie, c'est chouette pour ça aussi, de pouvoir aller dans ces petits villages où ça sent un peu la figue. Tu t'arrêtes et tu as toutes ces odeurs et tout ça. Et c'est vrai que pour ça, je trouve que le vélo, c'est quand même fascinant, c'est génial. Et toi, ce que j'ai compris, c'est aussi que tu t'en servais pour, découvrir des choses, t'arrêter, des senteurs, des saveurs, des inspirations, de l'épicéa, des choses comme ça qui t'avaient inspiré dans ta cuisine? Ah oui, oui, pleinement, ça me permet de vraiment rester au contact de cette nature et d'avoir un regard très frais, très nouveau, toujours nourrir cette fraîcheur et d'avoir pas une saturation d'expression et toujours se sentir bien et connecté avec soi-même aussi. Voilà, le sport me permet d'être resté connecté avec soi-même, d'apprendre à se connaître. Moi, je suis pas du tout dans une expression, d'écouter, des, comment dire? Je reste un petit peu à l'ancienne, sur des entraînements, hein. Je le fais vraiment, pour comprendre comment je vais réagir, d'apprendre aussi à nourrir cette sensibilité, parce que c'est ça qui me passionne, en fait. C'est que j'aime avoir la connexion avec la sensibilité que je peux sentir. Donc quand j'arrive sur un village, bah, j'ai pas du tout blasé, au contraire, je suis: «Waouh, c'est beau!» Quand je sens des saveurs, bah, ça nourrit ma bibliothèque et quand je rencontre des gens aussi. Donc c'est toujours, voilà, maintenir cette fraîcheur en moi et de nourrir cette fraîcheur. Voilà. Toujours dans un regard frais, nouveau et pétillant pour rester dans le match de l'excellence. Un tout petit mot avant de reprendre cet échange avec mon invité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter En roue libre, à réagir, à partager, mais seulement une toute petite partie d'entre vous y est abonnée. Sachez qu'en vous abonnant sur YouTube ou votre plateforme d'écoute préférée, vous permettez à En roue libre de grandir et aider également d'autres passionnés comme vous à découvrir les contenus que vous adorez tant. En vous abonnant, vous envoyez un signal de soutien fort au travail que je réalise et c'est grâce à ça que je vais pouvoir continuer à vous proposer les contenus et les invités qui vont continuer à faire grandir votre passion du vélo. Merci pour votre soutien. Retour à l'épisode. On va maintenant ouvrir le chapitre gastronomie. J'aimerais que tu nous expliques que pour bien comprendre ce que ça représente aujourd'hui d'être à la recherche ou en tout cas de travailler à obtenir une 3e étoile. 3e étoile, hein, je cite le guide Michelin. Il s'agit de notre plus haute distinction. Il est attribué à la cuisine remarquable de chefs qui se trouvent au sommet de leur talent. Leur cuisine peut être considérée comme de l'art et certains de leurs plats sont destinés à devenir des classiques. Comment tu travailles à ça? Alors, comment je travaille à ça? Je travaille pour nourrir une expression de plaisir et pour partager à mes clients, donc vraiment, de pas les nourrir, mais de les émerveiller. Donc pour moi, c'est pas le départ d'une course, ces étoiles, c'est une expression d'années d'expérience et de sensibilité pour mettre une cohérence dans un travail d'expression. Et là où je suis content, c'est que, ben, pour en être là, je me suis nourri d'expérience. Donc ça, c'est mon expérience à moi, hein, attention, hein. Chaque chef, chaque, personnalité qui ont été reconnus, ils ont tous leur chemin. Moi, mon chemin, je suis à la rencontre de différents chefs qui ont eu, des étoiles. J'ai même fait mon apprentissage dans une étoile au guide Michelin. Puis après, j'ai travaillé dans des 2 et dans des 3. Chez Marc Verrin?
chez Marc Vera, chez Édouard Lubet, chez Jean-Georges Klein. J'ai été dans les cuisines de Pierre Gagnère. Je suis allé dans les cuisines du fameux chef Ed Bouli, qui a été reconnu le meilleur chef au monde en Espagne, à Rosas. J'ai fait un stage. Je suis allé faire un stage parce que les Espagnols étaient beaucoup reconnus. Il avait la mode espagnole aussi. J'étais dans les cuisines de Berasategui. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé pour aller en Bretagne, pour aller en Alsace, pour aller aussi dans différents pays, pas qu'en France et pas qu'en Savoie, et un petit peu dans le monde. Et puis aussi en tant que client, je suis allé découvrir ces cuisines. Et puis, en fait, un jour, j'ai pris ma voiture, j'ai traversé pratiquement la France et je suis allé manger. Je partage une expérience culinaire que j'ai eue. J'ai pris ma voiture et je suis allé découvrir la cuisine. Donc là, on est dans les années 2000, 2001, peut-être même avant 2000, dans la cuisine de Michel Bras, dans l'Aubrac. Et en fait, son restaurant, il est, donc à l'époque, il est toujours, maintenant c'est son fils qui a repris sa maison, et je crois qu'il a eu sa 3e étoile dans les années 95 ou 96 par là. Et donc, il a eu 3 étoiles Michelin en plein milieu de son terroir, au milieu de l'Aubrac, et mais vraiment perdu, c'est qu'il n'a pas de maison autour, là, son restaurant, et des champs et des alpages. Et là, j'ai vécu un moment culinaire extraordinaire, quoi. Et ça m'a marqué. Je dis waouh, la connexion avec la nature. En plus, lui, c'est un chef sportif, il fait pas mal de sport. Il l'exprimait pas fortement, mais si tu t'intéressais à lui, tu voyais qu'il faisait du VTT, il faisait aussi pas mal de marathons. Et il était très inspiré par la nature, par l'ombre de la nature et la connexion aussi avec son terroir, quoi. Et sa cuisine, elle a deux plats qui m'ont vraiment émerveillé. Il a un plat qui est connecté avec son territoire, qui est une spécialité de son territoire, c'est l'aligot. Qui au moment de la viande, même sa maman était en cuisine, faisait l'aligot, quoi. Donc il avait une émotion de voir sa maman qui était là, qui faisait l'aligot, un plat de son terroir, une institution, et en plus c'est sa maman qui le fait et qui a nourri certainement l'envie de faire ce métier-là, quoi. Voilà. Et puis un plat autour du végétal, ça s'appelle le gargouillou. Waouh! C'est une assiette de légumes avec des fleurs comme ça qui sont exprimées dans une assiette. Et tu manges des légumes et tu as plein de saveurs différentes, des textures, et tu as une connexion, tu lèves la tête, tu baisses la tête, tu lèves la tête, tu baisses la tête, tu mets dans la bouche, et là tu y es en fait, t'es connecté, quoi. Et en fait là t'es dans un monde où la même manière que tu prends le départ d'une course, t'as une excitation, t'es dans une bulle de quête d'émerveillement, et t'es dans une planète qui t'amène, waouh! Et tu voles dans l'émerveillement, quoi. Et dans l'émotion, quoi. Et là, ça m'a marqué à vie, quoi. J'avais 6 heures de voiture pour rentrer. J'avais 6 heures de voiture pour y aller. Et en fait, j'étais dans la voiture au début, j'attendais beaucoup, quoi. Et quand je suis parti, les attentes étaient au bout de mon rêve et de mon investissement, parce que c'est un investissement quand même de venir manger au restaurant. À ce niveau-là, c'est un investissement. De la même manière que c'est un investissement d'acheter un beau vélo pour pouvoir se faire plaisir. Mais en fait, tout était rempli. Je suis parti comblé, émerveillé, et je t'en parle encore après 20 ans, 30 ans voilà. Et même si aujourd'hui il a perdu sa 3e étoile au changement voilà, c'est son fils, mais ça n'enlèvera pas l'expérience que j'ai eue et ce que ça nourrit de la qualité de ce chef et d'avoir pu créer voilà, cet émerveillement, quoi. Créer cette expérience. Donc voilà, après, chaque chef a sa recette, chaque chef a son envie et sa sensibilité de vouloir partager cette sensibilité d'expression. Et donc moi, depuis que je suis rentré dans ce métier-là, et j'ai commencé en 95, et je vais te donner une autre petite parenthèse. En 2006, j'ai eu ma première étoile. Le chef qui a eu 3 étoiles en 2006, il s'appelle Olivier Rollinger. C'est un autodidacte. Il est à Cancale, dans un tout petit village en Bretagne. Mon épouse est bretonne.
Et lui, j'y suis allé plusieurs fois chez lui. Je suis allé dans son village. Je suis allé pêcher avec le pêcheur qui pêche son homard. Je suis allé dans sa boutique, je l'ai observé. J'ai fait que de ça, hein, pour observer, comprendre. J'ai goûté sa cuisine, etc. Olivier Oringer, c'est un autodidacte. Son fils, cette année, donc on est en 2025, il a eu 3 étoiles guide Michelin et c'est un autodidacte aussi. C'est génial. J'adore. Ouais. Je suis émerveillé par cette famille qui, son fils, 30 ans après, a eu 3 étoiles Michelin. Je crois que c'est 30 ans après, si je dis pas de bêtises, de son papa. Et son papa a gardé que 3 ans, quoi. A gardé 3 ans la 3e étoile, parce qu'il a eu soucis de santé, etc. Il a fait une cuisine autour des épices. Et j'ai adoré sa sensibilité et j'ai goûté sa cuisine. Je me souviens d'un homard au cacao. Je me souviens d'un Saint-Pierre autour des Indes. Je me souviens de ça. Voilà, c'est ça qui est important. C'est d'avoir, de retenir en fait un plat d'une expression culinaire. C'est ça qui est important, quoi. Voilà. Pour moi, je ne connais pas la recette, mais je veux que les clients qui viennent chez moi, qui retiennent un plat qui fait la noblesse de ma cuisine et qui fait aussi, qui donne cette émotion, cette connexion d'émotions gustatives. Et je suis allé à l'étranger, j'ai eu aussi pareil, etc. Et là, je te parle que d'émotions. Je te parle pas de technique. Je te parle pas de salle, je te parle pas de sommellerie. Je te parle pas de pâtisserie, pas de cuisine. Je te parle juste de la sensibilité qu'un plat peut m'apporter et me concentrer, me graver une imagination, une émotion qui s'est gravée à vie dans ma tête, quoi. Et ça me fait du bien, en fait. Parce que, en fait, ça apporte du bien-être, ça m'apporte, waouh, quoi. C'est génial, quoi. De pouvoir voyager et de trouver ça, cette sensation d'émerveillement, quoi. C'est fou. Mais la dernière fois, j'ai discuté avec Jean-Christophe Savinoni. Et donc, il est passionné par la gastronomie. Je suis allé faire un tour de gravel avec lui et il a fait pas mal de 3 étoiles. Il a fait aussi, et c'était très intéressant de partager ça avec lui aussi parce que cette connexion que l'alimentation, que le restaurant peut t'offrir et de vouloir absolument voyager pour découvrir ces tables. C'est passionnant. Alors, effectivement, je t'écoutais et je pense que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent ont senti l'émotion. Moi, j'aimerais que tu nous aides à comprendre ou en tout cas que tu aides à comprendre pour les gens qui ont pas cette sensibilité encore, culinaire, c'est-à-dire qui voient des restaurants comme un endroit où on se nourrit et pas encore comme un endroit où on vit des émotions. Moi aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'avoir, 2 expériences, culinaires, un donc on en a parlé donc, à la Grenouillère, et un à un restaurant 3 étoiles, Géranium, au Danemark et dans les 2 expériences, j'ai vécu des moments d'une intensité, forte, incomparable avec ce que j'ai pu vivre, jusqu'ici, dans le sport ou autre. Hem, mais j'ai peut-être pas les mêmes mots que toi pour exprimer ça. À quoi est-ce on peut s'attendre quand on vient, heu expérimenter ou en tout cas découvrir ta cuisine ou la cuisine d'un autre grand chef, pour des gens qui, voilà, qui ont pas encore cette sensibilité? À quoi est-ce qu'ils peuvent ou doivent s'attendre? En fait, pour moi, la gastronomie, c'est au-delà de se nourrir. Il faut se préparer avant de vivre une expérience gastronomique. C'est-à-dire que déjà, il faut, psychologiquement être prêt, il faut, heu, faire attention aussi à ce que tu vas manger avant, pour laisser la place de l'expression gastronomique où tu as décidé de réserver pour pouvoir découvrir. C'est qu'il faut se donner les moyens aussi de se préparer pour vivre cette expérience et recevoir l'expression du chef qui veut faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand même, quoi. C'est-à-dire que tu es né gastronome ou tu découvres la gastronomie et tu accompagnes cette gastronomie. Mais et ça, il faut quand même aussi se préparer un petit peu, quoi. C'est ça qui est important dans cette expression gastronomique, c'est que le chef, avec sa brigade, travaille pour pouvoir vous recevoir,
pour vous donner et vous partager son expression, mais aussi c'est au consommateur, c'est au client, c'est à notre convive qui doit se préparer aussi pour accepter ce qu'on veut lui partager. Et après aussi, il a des styles de cuisine. C'est-à-dire qu'on est tous sensibles, différents, à recevoir différents styles de cuisine. Et c'est un peu comme la mode, c'est un peu comme la cuisine. Et donc, en fait, il y en a pour tous les goûts. Il faut accepter que moi, je vous ai exprimé ma sensibilité culinaire que j'ai eue d'émotion sur des chefs, mais c'est ma propre sensibilité. C'est-à-dire que ce qui est magique dans l'expression culinaire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il peut avoir des expressions classiques, des expressions créatives, des expressions végétales, des expressions territoriales, des expressions voilà. Et en fait, il faut laisser la place à toute expression. Et aujourd'hui, on a la capacité aussi de pouvoir observer ou s'intéresser à l'expression du chef. Mais pour parler de moi, personnellement, les gens, ils savent que j'ai un équilibre sportif et que je fais une cuisine qui est ancrée dans mon territoire. Et j'ai des gens qui viennent pour ça aussi, parce qu'ils savent que si je fais du sport, j'aurai pas une cuisine qui sera riche et lourde. Et par cette expression autour du végétal et du territoire, ils vont venir à la quête d'une découverte de produits locaux et d'une connexion aussi avec mon expression sportive. Parce que, quoi qu'on veut le dire, là, il y a une influence sur mon monde culinaire. Parce que je suis le seul et unique auteur qui transmet et qui diffuse ma personnalité à travers ma cuisine. Voilà, et quand je vous ai parlé d'Olivier Rollinger qui est autodidacte, et ben à travers sa sensibilité, son expression, son envie de rentrer dans le monde gastronomique et de se rendre, d'être intégré dans ce monde-là, il a fait un travail, il a eu une expression, il allait chercher aussi une quête de sensibilité qui nous a nourris, qui nous a accompagnés dans notre monde culinaire, et c'est génial. Ça prouve que même si tu es autodidacte, tu peux rentrer dans ce monde culinaire. C'est que, en gros, la cuisine, c'est pas qu'une démonstration de technicité, c'est c'est nourrir une sensibilité d'expression culinaire. Ça, c'est ma propre recette et c'est mon envie de vous partager ma cuisine à travers cette sensibilité culinaire. Voilà. Sensibilité, équilibre, jeu de texture et aussi de créer de l'inattendu. C'est-à-dire que j'aime ça aussi dans ma vie, c'est-à-dire que d'être là où vous ne m'imaginez pas. Et ma cuisine, elle est comme ça. C'est qu'à un moment donné, tu mets quelque chose dans ta bouche et bam! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, j'adore. J'adore d'avoir un truc qui est dynamique et qui arrive à un moment où tu l'attends pas. Voilà. Donc, tu as une expression assez forte à un moment donné où ça commence doucement dans l'expression culinaire, et d'un seul coup, bah, pam, je vais te donner un exemple. Par exemple, je fais une petite bouchée végétale autour d'une association de différentes plantes de jardin, autour de l'amande, de la coriandre, de la nette, du persil et de l'estragon. On en fait une extraction de jus que je mets dans une bille liquide et que je pose sur un sérac de chef de mon ami Bernard Marchand qui se trouve sur les eaux froides, pas très loin de la Sambouille, où je m'exprime aussi sportivement. Je l'assaisonne avec un peu de citron confit, quelques herbes hachées dedans, un peu de sel pimenté, du poivre, et je le mets sur une tarte, et dessus je mets ma petite bille, et je viens, comme un bijou, de mettre ces petites plantes autour. Et à l'expression pour la déguster, mes équipes en salle vous dites faites attention, cette bille elle est liquide à l'intérieur, on vous conseille de la déguster d'une seule bouchée pour pas qu'elle vienne venir s'exploser sur vous, quoi. Parce que si vous la croquez à mi-chemin, et ben la bille elle éclate à mi-chemin. Donc il faut pouvoir que cette bille elle s'éclate à l'intérieur de votre bouche, et là à un moment donné vous la mettez à votre bouche, vous avez une sensation de croustillant, et dès que vous croquez dans cette bille,
Et là, vous avez l'expression, l'excitation et l'association de ce jardin herbacé qui vient dans votre bouche. La fête peut commencer. C'est la première bouchée qu'on vous offre avant de prendre votre apéritif. Vous êtes bien assis dans l'univers de Jean Sulpice. Et cette bille de dégustation, cette petite tartelette, elle est vraiment là pour vous donner un shot d'expression, de rafraîchissement. Voilà, comme si elle avait une flaque d'eau, j'arrive en VTT, j'allais affronter cette flaque d'eau et voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça, quoi. La cuisine, elle est connectée avec l'expression du chef, quoi, qui se passe, quoi. Quand vous allez voir un groupe de musique, elle est connectée avec l'expression du groupe de musique et vice-versa, par une peinture aussi. Donc ça reste un métier quand même où c'est pas un métier de compétition, c'est un métier quand même qui est d'art, mais par contre, l'expression du détail, de la subtilité, de l'élégance et de la performance, elle est liée parce que quand je vous dis que tu vas à une Coupe du Monde ou tu regardes Pogačar ou un grand champion qui s'exprime, on a l'impression que tout est facile, mais en fin de compte, il y a des années d'entraînement et de travail pour pouvoir en être là. Et c'est pareil pour une recette. En fait, on n'est pas là pour dire c'est beaucoup de travail et que comment ils font ça. On est là pour se laisser guider, porter par l'expression culinaire et à la fin de dire waouh, quoi. Je suis rentré dans son univers et j'ai vécu 2h30, 3 heures de dégustation et je m'en suis pas rendu compte que je suis resté 3 heures à table. Ma recette, elle est là. Et en fait, je pense pas vraiment qu'il y a de recette, en fait, tout ça. Pour vous dire qu'elle n'a pas forcément de recette. En fait, il faut prendre du plaisir. J'en prends. Je suis émerveillé au quotidien et c'est ça que je veux nourrir, moi. Nourrir du plaisir, nourrir de la curiosité, de l'émerveillement et de la connexion avec mon client, avec moi-même. Voilà. Et donc, c'est ce que tu appelles un investissement. Ouais, bah oui, c'est un investissement personnel et ça, ça se nourrit. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est des années de travail pour en être là. Je parlais de l'investissement du client Ah oui, pour venir chez toi, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, pas gastronomique, on y va de manière assez habituelle, détendue. Sauf que là, quand on vient chez toi, ouais, il faut mettre peut-être un petit peu d'argent de côté pour venir s'offrir cette expérience qui, du coup, est un investissement sur les émotions qu'on va pouvoir ressentir. oui, mais en fait, c'est un investissement qui effectivement pour ceux qui sont pas dans un univers gastronomique et qui pensent que le restaurant gastronomique c'est fait pour se nourrir. Si tu compares avec un restaurant où tu vas manger au restaurant parce que c'est l'heure de déjeuner ou de dîner et c'est pour manger, là tu vas trouver que les prix sont voilà pour tous ceux qui n'ont pas la culture du restaurant gastronomique. C'est ça où je suis en train que je veux essayer de m'exprimer. Mais voilà, mais si tu fais outre de ça et que tu es connecté avec toutes ces sensibilités et que tu te prépares et voilà, c'est en gros, ben, en fait, c'est un investissement qui te fait du bien et c'est une passion en fait. Voilà, tout simplement. C'est comme acheter un beau vélo, c'est comme acheter un beau sac, c'est comme acheter un beau bijou, c'est comme acheter. Voilà, ça dépend d'où de ton degré d'investissement ou degré d'expression que tu veux mettre. Voilà, donc, mais en fait, comme on est considéré dans un métier qui est fait pour nourrir, et du coup, on pourrait penser que le restaurant gastronomique est cher, mais quand on voit que toute l'expression, toutes les personnalités qui nous entourent et tout ce qui est mis au degré d'excellence pour pouvoir vous faire vivre cette expérience, c'est un métier qui est pas très valorisé en fin de compte. Mais Ouais. je compare, plutôt que de comparer la gastronomie à la restauration, je la mettrais plutôt en parallèle avec de la musique. Il y a des gens Ah qui oui, oui, payent tout des à places de fait. Ouais, concert, ouais, des ouais. centaines, parfois des milliers Tout à d'euros fait, tout à pour fait. vivre une expérience Tout à pendant fait. quelques heures Ouais. et avoir des émotions. Mmh. Heu, Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis et c'est exactement ça. Ouais. Ouais. bon, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, c'est quand tu composes une carte, je dis compose et c'est pas un lapsus, mais
tu as des recettes, tu as des plats, dans ta carte, il y en a 6 à 8. Est-ce que tu vois ta carte comme une composition comme on peut faire de la musique? C'est-à-dire tu emmènes quelqu'un quelque part et tu lui fais vivre un parcours? Ou est-ce que tu es plutôt on va dire segmenté? C'est-à-dire, tu as, ta petite capsule que tu mets en bouche et après tu passes à autre chose et après tu passes à autre chose, tu passes à autre chose? Ou est-ce que tu vois ça comme un enchaînement pour faire vivre une expérience globale ou une œuvre pour reprendre le terme, art? Ben, en fait, j'y vois un peu comme un tour de vélo. C'est-à-dire que quand tu fais un tour de vélo, un circuit, tu as différentes, enchaînements de terrain et du coup, faut que ça soit varié et équilibré. Et donc, culinairement, quand je crée, mes cartes, notamment pour la table gastronomique, on a un menu unique à 2 vitesses, soit 6 ou soit 8, suivant le degré, d'expression que veut accompagner le client. Et du coup, voilà, on essaye de vraiment faire en sorte qu'il y ait des plats, qui viennent pas de comment dire? Qui viennent plutôt s'accompagner et créer de la diversité à chaque fois pour toujours avoir un regard nouveau et que le palais, il soit pas dans une quête de répétition, de saveurs et de texture et de goût. Donc l'objectif, c'est toujours de créer du rythme gustatif, du rythme visuel. Donc on y apporte une importance sur le visuel, une importance gustative et sur les formes aussi, sur les cuissons et sur les assaisonnements pour créer justement cette énergie et ce regard d'expression aussi bien dans la bouche que visuellement pour qu'on soit toujours dans la quête d'émerveillement et de dire impatient de retrouver l'autre prochain plat et de pas avoir une sensation de dire encore un autre plat. Et au début, c'est un peu comme une ascension, tu dis: «Ouh là là, 8 plats, c'est impressionnant, ça va faire beaucoup». Et l'objectif, c'est de dire que dès la première bouchée, en fait, ça te fait saliver et du coup, en fait, tu dis: «Mais c'est déjà fini quand tu es au bout de tes 8 plats». Ou même des fois, j'ai des clients qui me disent: «On a pris 6 plats parce qu'on avait peur que le 8 plats fasse trop, mais en fait, on aurait dû prendre le 8 plats parce qu'en fait, on se sent bien on se sent bien en termes comment dire? D'équilibre, de gustation, d'équilibre en termes de masse, de quantité, parce que ça aussi c'est important. Ça, je fais très attention. C'est un peu comme tu es sur le vélo, si tu manges trop, derrière quand tu pédales, tu te sens pas bien. Et quand tu manges au restaurant gastronomique aussi, il faut attention aussi d'avoir un équilibre, de pas surcharger l'estomac pour que après ton corps, il soit toujours en connexion et que tu aies pas une frustration de dire: «J'ai trop mangé» et ça, je fais attention à ça aussi dans la création des recettes, qu'il y ait pas un surchargement de saveurs ou de connexion avec une richesse des plats qui fait après on a la frustration de manger. Parce que je déteste avoir ça, de dire que si on mange trop, ben, on se sent pas bien en fait. Voilà et on regrette, on peut regretter. Donc l'objectif c'est vraiment d'apporter cette énergie, ces saveurs, découverte de produits, découverte d'associations de saveurs et à la fin de dire: «Putain, je suis super bien et ça voilà, je suis bien, je me sens bien» et si c'est pour le dîner, bon, on peut dormir très, très bien et si c'est le déjeuner, on peut presque aller faire le tour du lac en vélo. Mmh. Voilà. Donc après, c'est des années d'expérience, hein, où, j'ai planté une graine, quand j'ai créé mon restaurant, ma première place de chef en 2002, quand j'étais à Val Thorens et là, j'ai commencé à essayer de connecter mon style, ma patte culinaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui pour moi, où j'avais une expression culinaire, où je me sentais en connexion avec des sensibilités de produits, de saveurs et j'ai accommodé ça. J'ai commencé à créer des associations de saveurs, à faire partager à mes clients où je sentais que, bah, ils appréciaient plus cette saveur-là que là et puis au fur et à mesure des années, j'ai nourri ça, j'ai continué à créer pour faire des combinaisons et apporter une harmonie. Et aujourd'hui, avec mes équipes, eh ben, ce que je fais, c'est que, ben, on travaille, pour créer des cartes 4 par an, au rythme des saisons, pour accompagner la saisonnalité, à la découverte de produits
Et ce qui est sympa dans la saisonnalité, c'est que même si les produits, on les connaît, à chaque saison, on redécouvre des produits. Parce que tu as une envie psychologique de changer de saison, naturellement, par soit il va faire plus chaud, soit il va faire plus froid. Donc psychologiquement et nutritionnellement, tu n'as pas envie de manger la même chose. Et donc, ta bibliothèque, elle t'oriente sur des nouveaux produits et tu ne mangeras pas la même chose l'automne que l'été ou que l'hiver et que le printemps. Et c'est ça qui est intéressant, cette répartition aussi d'accompagner le rythme des saisons par des produits qui sont différents, des saveurs, des textures. Et puis après, ben voilà, tu accompagnes tout ça. Et du coup, c'est beaucoup de travail et beaucoup aussi de connaissances pour rassembler ça, quoi. Voilà. Alors, tu rassembles ça, c'est des, des gens avec qui tu travailles, dans ton terroir local. C'est des On appelle plus ça des fournisseurs, puisque on t'entend parler de termes amis même, des gens avec qui tu travailles pour te procurer, le fromage, le poisson que tu vas parfois même pêcher toi-même, enfin, en tout cas avec le pêcheur sur le lac. Est-ce que tu peux nous parler de ce tissu, de relations et d'amitié que tu as créé autour de toi et que ce soit pour le côté culinaire, mais aussi pour le côté accessoire, heu, assiette, enfin «matériel» entre guillemets. Tu peux nous parler un peu de ça, de ce que tu as construit autour de toi pour t'accompagner dans cette quête vers, cette, 3e Ben, étoile? en fait, ce que j'ai construit autour de moi, c'est des choses qui sont très simples. C'est de rencontrer des personnalités qui ont une sensibilité et une envie d'une expression comme moi, mais eux, c'est une expression de leurs produits où ils en sont fiers, ils le respectent. Et donc, c'est quand même la naissance d'une recette. C'est ce vivant, en fait. Le produit, je pars d'un produit vivant, que ça soit d'un poisson, d'un légume ou d'une viande, et je viens agrémenter tout ça. Donc, pour moi, l'humain est important. C'est-à-dire que ça soit mon pêcheur Florent Capretti, qui lui est tous les matins sur ce lac, c'est même l'un des premiers, si c'est même pas le premier qui est sur le lac d'Annecy et qui est en connexion avec ses poissons, avec son travail, son métier et après qui nous accompagne cette ressource naturelle. Et cette ressource naturelle, moi, j'en suis très sensible. Et pour moi, c'est une quête de bonheur et de chance de pouvoir avoir Florent qui, au quotidien, a aussi lui-même une expression de rigueur. Parce que y aller tous les jours, ben, c'est pas donné à tout le monde. Il doit apprendre à se connaître. C'est ça que j'aime aussi dans ce personnage. Et il sait pas ce que la nature va lui offrir tous les jours. Et donc, il nous amène un coup 10 kilos, un coup 5 kilos, un coup 30 kilos de poisson. Et on lui dit pas, bah, tu me mets 5 kilos, 2 kilos demain. Non, non. Quand tu vas pêcher avec lui, tu comprends qu'en fait, c'est la nature qui décide. Et lui, il accompagne la nature. Et donc, c'est à moi de l'accompagner. C'est-à-dire que je peux pas lui dire, ah non, mais demain, tu m'en as mis assez, j'en veux pas, etc. Alors lui, bien sûr, il a plusieurs clients pour pouvoir accompagner ça. Mais il a déjà des contraintes au quotidien. Et ben, il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on le comprenne, quoi. Et donc, c'est pas un fournisseur, effectivement. C'est quelqu'un qui fait un métier qui, aujourd'hui, va devenir rare dans les années futures, de pouvoir vivre d'une ressource naturelle. Et moi, je suis là pour accompagner ce vivant. Donc, ce vivant entre Florent qui pêche juste avec sa barque et la sensibilité de son expression est professionnelle de dire: «Ah bah tiens, là, la veille, il avait du poisson, donc demain, je vais remettre mon filet là» et cetera. Il a pas de zonard, il a rien. Lui, il le fait vraiment naturellement et comme il l'a appris, voilà, il va pas contre la nature, il accompagne vraiment la nature et avec sa connexion de son professionnaliste, bah, j'adore et je suis obligé de le partager son travail et je veux bien le partager parce que lui, il le fait bien et donc naturellement, je me dis: «Bah, je dois pas le décevoir». Donc je veux valoriser son travail, valoriser son produit. Et donc, je me remets en question naturellement pour comment je peux faire pour encore mettre à l'honneur mieux son produit, mieux cette personnalité qui accompagne ce produit. Et donc, j'observe autour de moi quand je vais pêcher et je me dis, si ce poisson, il s'exprime et il vit dans cet univers, autour, automatiquement, il doit avoir un ingrédient qui doit l'accompagner.
eh ben, cet ingrédient, je suis né, j'observe de saisonnalité à saisonnalité, j'observe qu'est-ce que c'est qui pourrait bien l'accompagner et je l'accompagne avec des saveurs qui sont dans son environnement. Comme, par exemple, le cresson, je l'accompagne avec du cresson, ce poisson, parce que le cresson, c'est une plante d'eau douce et il en a autour du lac. L'épicéa, parce que l'épicéa, on est rempli d'épicéa autour du lac. Voilà, et donc je nourris mon expression avec aussi cette observation au quotidien. Mmh. Et pareil avec Cécile Ballory que j'ai rencontrée, qui est une guide de montagne, qui un jour m'a écrit sur mes réseaux et qui s'installait et je l'ai rencontrée très rapidement, pas plus tard que cette semaine, on a fait la tournette, elle est venue me livrer et du coup on est parti faire la tournette en partant de Taloir. Du coup, on nourrit une sensibilité entre nous, qu'on met la main sur le rocher, elle me dit, voilà, c'est cette connexion que j'aime bien. Aujourd'hui, elle fait des assiettes qui ressemblent soit à des vagues de l'eau qui coule dans le glacier, soit à des assiettes où on a l'impression qu'on a les dents de l'enfant sur cette assiette. Voilà, donc elle nourrit une sensibilité qu'on a en commune par aussi une expression qu'on a et aussi une connexion par la montagne, une connexion par notre territoire. Et ça, c'est fabuleux. Ou quand on fait un moment sportif ensemble, quelque part, il sort une nouvelle assiette. Parce que elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu voudrais? Là, on est en train de créer une assiette de présentation. C'est quoi une assiette de présentation? On refait des gros travaux dans le restaurant. L'année prochaine, on refait le 2.0 de l'auberge Hyperbise. J'arrive sur mes 10 ans. Je me suis entouré de différents professionnels pour essayer de donner une expression encore plus forte dans un accompagnement de ma cuisine. Donc là, on repart d'une feuille blanche. Suspense, faudra revenir en 2026. On repart à zéro. Et sur l'art de la table, on veut qu'il y ait une assiette qui soit connectée avec ma sensibilité de mon territoire et de la nature qui fait ma connexion avec ma cuisine. Et donc, du coup, avec Cécile, on est en train voilà, on papote alors. Cette assiette, comment tu la vois, on touche des choses, etc. Et c'est elle qui va le faire, c'est pas moi. Mais on nourrit notre sensibilité. Et la finalité, c'est elle qui aura son geste. C'est elle qui va la faire. Mais je laisse l'expression aussi de s'exprimer, qu'elle accompagne ma sensibilité avec sa sensibilité, avec sa propre expression. Donc, suspense, elle est encore pas née, elle est pas faite. Elle m'a pas fait de présentation d'assiette, je suis super impatient. Et l'année prochaine, le 13 février, vous aurez une nouvelle assiette de présentation faite par les mains de Cécile. Voilà. Donc ça peut être dans un monde d'une expression d'un produit, par rapport aussi des légumes, ou même avec Philippe Héritier qui fait ses escargots aussi, qui sont ici. Même si les escargots, c'est même pas de Savoie, mais Philippe, il est iciculteur et il fait des escargots dans mon territoire. Donc je vais pas m'interdire de travailler des escargots. J'ai une sensibilité avec Philippe, je l'ai observé, du coup, ça a créé une recette. Voilà. Et c'est ça qui me passionne. Et c'est ça aussi, cette connexion qui est importante de faire, d'être en connexion avec ma sensibilité, avec mon terroir, avec les gens. Et moi, j'aime les gens, en fait. J'aime beaucoup les gens. J'aime cette connexion humaine qui dégage cette énergie, cette sensibilité et qui est pour moi, fait partie de mes ingrédients d'expression culinaire. C'est-à-dire que sans humain, je peux pas faire ma cuisine. J'ai besoin d'humains parce que l'humain, c'est eux qui apportent la ressource naturelle de ma cuisine. Et ça s'appelle le vivant. Le vivant est fait par l'humain, est fait aussi par le produit qu'on accompagne, etc. Cette connexion du vivant, elle est faite par tout ça, quoi. Tout ça donne l'impression quand même que autour de toi, tu as énormément d'énergie, énormément de personnes qui sont tous mobilisés derrière toi, mais à tes côtés aussi, pour t'accompagner dans cette quête à la 3e étoile. C'est vraiment c'est évidemment Jean Sulpice qui est en face de moi et qui est la tête d'affiche en quelque sorte, mais on sent que tu as envie également d'amener ces gens avec toi.
Ah bah oui, moi je suis pas quelqu'un d'égoïste et et bien sûr que je suis le chef de cordée de toute cette expression, mais ma sensibilité et ma sincérité, elle est que je peux pas faire ça égoïstement. C'est que, j'ai besoin aussi de toute cette, répartition de personnalités qui m'accompagnent au quotidien pour nourrir, mon expression culinaire et donc bien sûr que de toute façon, on sait que seul tu vas pas loin et à plusieurs on va beaucoup plus loin donc c'est logique. C'est un peu comme une équipe de football, c'est un peu comme une équipe de vélo, là autour d'un athlète, là du monde qui l'accompagne pour pouvoir, lui laisser sa place d'expression, de concentration. Et ça, c'est dans tout, on va pas le cacher, c'est normal. On parle d'une équipe de cuisine, on parle d'une équipe du Père Bise, on parle d'une team. La team Sulpice, elle existe vraiment et elle est là, quoi. Tout ça, c'est pour l'accueil du client, pour l'accompagner. Donc aujourd'hui, il y a même plus de débat là-dessus. On sait très bien, quoi. C'est que c'est comme ça, quoi. Et on peut pas faire tourner une entreprise, on peut pas faire tourner une cuisine seule, c'est impossible. Et donc, on a besoin de tout ça et aujourd'hui, la valorisation de nos équipes, elle est importante parce que l'un va pas avec l'autre et c'est normal, c'est un peu comme un légume, si vous l'arrosez pas et ben, il peut pas grandir. Donc Dame Nature le fait naturellement, régulièrement, il pleut, il a du soleil, voilà, ça entretient cette belle planète. Et mais l'humain doit entretenir aussi ce vivant, cette expression de différentes personnalités qui créent de l'émerveillement et qui créent cette belle énergie. Et l'énergie, c'est moi qui la mets. C'est-à-dire que toute cette belle team qui est autour de moi est pour moi et j'ai cette sensibilité de les respecter, de les accompagner et d'accepter que tout le monde est différent. Et c'est ce qui fait justement la noblesse de cette quête de l'énergie de cette team qui sont tous différents et qui fait justement cette bonne recette. Parce que si tout le monde est pareil, si tout le monde était comme moi, bah ça marcherait pas. Mon second, c'est mon opposé. C'est ce qui fait que notre expression, elle est forte, elle est grande. Et c'est ça qui est passionnant dans la vie aussi. C'est qu'on peut pas on peut pas tous penser de la même manière. Et c'est bien qu'on ne pense pas tous de la même manière parce que ça crée justement des envies de vouloir créer et de réfléchir pour pouvoir aller encore plus loin dans une expression. J'adore tout simplement. Jean, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De faire, j'ai 47 ans et de continuer encore, je pense que j'ai fait, la moitié de ma vie, donc de continuer, 47 ans comme ça encore. Non, mais en fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est continuer à créer de l'émerveillement pour les gens. Je veux dire que moi, je suis là pour créer une connexion et j'aime cette connexion. Je suis là pour le bonheur des autres et qui fait mon bonheur. Voilà ce qu'on peut me souhaiter. Que les gens soient heureux autour de moi et qui me rendra heureux. La vie, elle est faite d'une quête d'émerveillement et d'être heureux. Et c'est ça, c'est pour ça que je me lève le matin et j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne et je veux nourrir ma passion, tout simplement. Si tu avais quelqu'un que tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, alors là pour le coup on va parler plutôt de gens qui sont quand même autour un peu du vélo ou qui sont des passionnés de vélo, tu aurais quelqu'un en tête? Nicolas Roux. Nicolas Roux. Nicolas Roux, c'est une passion, c'est un grand champion. Si j'ai fait la traversée des Alpes, c'est un peu grâce à lui. Parce que un jour, il est venu me voir, il me dit: «Jean, je veux battre le record de la traversée des Alpes». Je dis: «Voilà et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Nico?» Il me dit: «J'aimerais que tu fasses mon ravitaillement». Je fais: «Pardon? Mais là, je suis impossible de faire ton ravitaillement, c'est une grosse responsabilité parce que si, je te donne, un produit que tu t'assimiles pas et qui t'empêche de faire ton défi, là, c'est lourd ce que tu me demandes». «Bah oui, mais je mets fin à ma carrière et pour mettre fin à ma carrière sportif, je veux faire la traversée des Alpes et je veux battre le record». Et là, franchement, je l'amenais pas à lourd, hein. J'étais super stressé et paniqué de pouvoir
faire le ravitaillement de Nicolas Roux, quoi. Et du coup, j'ai dit ok Nico, je le fais. Et quand j'ai fini mon service, je l'appelais. Donc à 23h minuit, il me dit ouais, je viens de boire ton velouté de petits pois, c'est génial, j'adore, c'est trop bon et tout. Je lui avais fait une petite salade de betterave. Alors j'avais des contraintes, fallait qu'il mange sur place. Donc je lui avais fait du sucré, du salé. Je lui avais fait des choses qu'il pouvait mettre dans son bidon par des veloutés. Et je sais que le velouté de petits pois, il avait beaucoup apprécié. Il avait beaucoup apprécié ces petites barres que j'avais fait. J'avais fait des petites salades de quinoa, des mini sandwichs aussi, pour qu'il puisse manger facilement et qu'il mette sur son vélo. Et ça a été vraiment, vraiment, franchement, j'avais vraiment peur qu'il tombe malade et qu'il a des choses qu'il assimile pas. Et j'avais vraiment eu peur. Et en fait, depuis ce moment-là, en fait, c'est difficile pour moi d'accompagner une comment dire, un accompagnement, euh, un RIMT culinaire pour faire un sport à haut niveau, parce qu'aujourd'hui, même si j'ai des marques de bars, des marques nutritionnistes qui m'approchent, qui me demandent que j'apporte mon regard là-dessus, j'ai envie, mais aujourd'hui, en fait, c'est difficile en tant que chef gastronomique où je cherche une expression culinaire forte. Et là, on a une expression sportive où, en fait, c'est de l'alimentaire. C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, là, la traversée des Alpes, le produit, il est mis il est mis dans des contraintes qui sont quand même pas faciles. Et en même temps, il faut que nutritionnellement, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est quand même, on a de la technique et il faut pas que les goûts soient trop forts pour qu'à un moment donné, quand c'est un effort fort, que ça vienne te déstabiliser. Et voilà. Donc, en fait, c'est un équilibre qui est quand même super challenging, quoi. C'est là, je pense que 3 étoiles à côté, c'est facile. Bon, je les ai pas. Je sais pas si je les aurai un jour. Pas encore. Donc, c'est peut-être difficile de dire ça, mais en fait, pour moi, c'est plus difficile de faire ça que faire de la gastronomie, en fin de compte. Mais par contre, ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé la connexion avec les personnes qui, voilà, c'est que il faut. Donc, je citerai pas la certaine marque qui m'approche. Ou aujourd'hui, j'ai évolué avec eux, je les teste, je m'y intéresse. C'est pour ça aussi, quand j'ai fait le Roc d'Azur et l'étape du Tour, j'avais une marque qui m'a transmis des boissons, qui m'a transmis des gels, alors que je suis un anti tout ça. Et je vois que ça fonctionne. C'est intéressant, c'est que y a une réaction avec ton corps et un accompagnement sportivement et nutritionnellement qui marche, quoi. C'est super. Donc, je suis en train de réfléchir comment on peut créer une connexion un peu plus subtile et encore plus forte. Mais c'est super intéressant, j'adore. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais un bon chef est-il un bon nutritionniste dans le cadre du sport? Après, bon, Parce je que sais la pas, nutrition, ce c'est pas terme vraiment de bon. l'émotion. Non, mais justement, donc c'est à moi de déconnecter ça. Et puis aussi, on a ça, c'est aussi au regard du public qu'il faut faire attention voilà, de pas amener une barre dans un chef étoilé qui est fait pour la gastronomie et s'attendre à une barre gastronomique parce qu'elle n'a pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois plus la performance et quel est l'équilibre que ça peut t'apporter en termes de sensations aussi, parce que c'est important aussi quand tu mets quelque chose dans la bouche. Pour moi, ça me laisse pas indifférent. Ma bibliothèque est toujours en quête de comprendre, de réfléchir et aussi d'accompagner le bien-être et d'accompagner du vivant. Parce que voilà, quand tu es en pleine expression sportive, ben, tu dois pas avoir de brûlure à l'estomac, tu dois pas, voilà, il y a plein de détails qui sont importants quand même. Et puis quand tu es dans l'effort, mais je vois quand j'ai fait le VTT, ton rythme cardiaque, il est pas de la même, ton rythme cardiaque est pas de la même manière que un rythme cardiaque quand tu fais du vélo de route. Et ça, c'est super intéressant. Et ton corps réagit pas de la même manière. C'est passionnant, ça quand même. C'est super intéressant. Bon, Jean, un mot pour finir? Un mot pour finir, sport et gastronomie,
C'est un chemin d'expression qui est très passionnant et gourmand. Donc, très heureux et impatient de vous découvrir soit à ma table ou sur une sortie de vélo. Eh bien Jean, à mon tour, donc ce sera un merci, un grand merci pour ce temps, qui est, compté puisque, pendant que tu es en train de me parler, tu es pas en train de faire une séance de sport ou tu es pas dans ta cuisine. Donc merci beaucoup pour ce temps et ta disponibilité. Merci aussi pour cette passion et cette intensité que tu mets, que je pense, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ont dû ressentir et moi je la ressens ici, en face de toi, et dans ton établissement parce que, dans tout ce que tu fais, il y a cette détermination, cette force, cette intensité, cette pression, cette tension, mais toujours de manière, positive et bienveillante qu'on ressent et ça c'est hyper, ouais puissant et inspirant aussi toujours dans le bon sens du terme, parce qu'on voit quelqu'un qui vit à 10 000 à l'heure, qui le fait bien, qui le fait à fond et qui le fait tout en créant de l'émotion et en amenant des gens avec lui dans cette magnifique aventure et cette quête vers la 3e étoile, qu'on te souhaite que tu puisses obtenir très vite ou pas forcément très vite, mais dans le bon timing pour toi. Merci pour ça, et puis, bah, merci à vous qui nous avez regardés ou écoutés, et on espère que ça vous a plu et on vous dit, à la prochaine et d'ici là, kiffez très fort. Merci Jean, Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère sincèrement qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Et si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et sur Instagram pour ne rien manquer de l'actu d'En roue libre et à partager cet épisode à d'autres passionnés de vélo comme vous. Et enfin, si vous cherchez le moyen d'augmenter la visibilité de votre marque ou de votre entreprise avec du contenu en ligne, les réseaux sociaux ou des activations sur des événements, je vous propose de réserver un appel avec moi directement sur agenceline.fr. agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.